Salut à toutes et tous. Pour faire suite à la vidéo sur les seniors de la route, qui m'a valu beaucoup de commentaires, et je vous en remercie, cette fois nous allons parler de la moto dans les années 80. Ce sujet lui est directement lié. Il est toujours intéressant de revenir sur des pratiques et des habitudes d'avant pour les comparer à celles de notre époque actuelle. Il y a eu une période charnière dans l'histoire de la moto entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80. On parle souvent de la parenthèse enchantée du rock. C'était des années où la demande de liberté était extrêmement forte dans tous les domaines. Comment se comportait-on à cette période en moto? Le casque n'était obligatoire que depuis 1973. Les limitations de vitesse pour les motards étaient plutôt une sorte de guide en fait. Les radars, les fameux Mesta 206 qui ressemblaient à des barbecues, au-delà d'une certaine vitesse ne captaient rien du tout. La police et les gendarmes ne nous cherchaient pas trop de poux dans la tête. On pouvait encore pas mal discuter si on se faisait gauler. Une poule sur un mur. Cela créait un contexte favorable à la désobéissance civile. C'était l'époque des chaînes anti-vol qui pendaient comme par hasard sur la plaque d'immatriculation. Ça la rendait illisible. Le permis était facile. Jusqu'en 1980, pour conduire un gros cube, on passait le permis A. Un petit plateau, un petit tour sur la route, et c'est fini. Les 125, il n'y avait aucun examen pratique. Quelques questions, et vous partiez au guidon de votre moto. Quand j'ai eu ma DTMX, je suis monté dessus, je ne savais même pas où étaient les vitesses, ce qu'était un embrayage. J'ai passé des heures à des feux rouges en ville, en essayant de démarrer, en calant toutes les 5 minutes. Ça a été un vrai calvaire. On finit par trouver, hein. Enfin, c'est quand même mieux quand quelqu'un vous explique. Ce qui veut dire qu'on était lancé dans le trafic, comme ça. C'était une forme de sélection naturelle. Enfin, naturelle, c'était aussi le temps des revendications avec la FFMC, les motards en colère. Quand on faisait des manifs, on les déclarait même pas en préfecture. On ne déclarait pas non plus l'itinéraire, évidemment. Comme ça, les CRS nous attendaient à un endroit et nous, on allait à un autre. Depuis quand on demande la permission pour râler? Toutes ces choses qui pouvaient faire avancer le monde de la moto et qui, malheureusement, sont encore pas mal d'actualité. C'est un peu comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. On roulait, on se faisait plaisir. Parfois, ça se passait moins bien, mais personne ne devait vraiment nous dicter notre conduite. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est tout droit. Il a dit tout droit. Tout droit! Et c'était le moment des guidons bracelets, des petites têtes de fourche. Sur la route, on allumait pas mal. Comme beaucoup des grosses cylindrées frottaient dans les virages, il y avait la catégorie de ceux dont je faisais partie, qui s'amusaient à les faire frotter, avec les gerbes d'étincelles qui allaient avec. Les repose-pieds étaient souvent usés jusqu'au cordeau. Notons aussi qu'il y avait beaucoup moins de circulation automobile que maintenant, beaucoup moins de rétrécissement de chaussées, d'endroits qui nous empêchaient de rouler vite, alors forcément, on ne se gênait pas. Transporter des bagages relevait du fourre-tout ou de la foire à la brocante. La plupart des motards se contentaient de sacs, de sacoches souples, tout ça bien ficelé avec des tendeurs ou des sangles, et hop. Et quand il pleuvait, eh bien c'était sac poubelle, sac plastique. On a tous des photos mémorables où les motos chargées ressemblent à des camions de déménageurs. Il faut caser la passagère ou le passager. À la fin des années 80, on a commencé à rentrer dans un monde très structuré, très organisé, très répressif, qui n'a fait que s'accentuer au fil des années pour en arriver à là où on est maintenant. On pourrait parler aussi de la façon dont on envisageait le voyage à cette époque-là. Quand je dis voyage, c'est virée, périple, balade. On ne parlait pas encore de road trip. On ne parlait pas non plus de off-road. Non, on faisait des virées et du tout-terrain. Bon, ça c'est un détail. Mais c'est un détail qui est révélateur d'une époque où on ne se prenait pas le chou. Et on appelait un chat un chat. Comment on faisait quand on partait camper? On était encore beaucoup dans la Trigano, à l'ancienne façon Jack London. Je suis pas très loin de la réalité, hein. Une clairière, un feu de camp, 3 saucisses, et c'était le Nirvana. On utilisait des cartes routières, on se perdait, mais de toute façon, ils se perdent aussi maintenant avec les GPS, hein, et en plus, ça leur coûte de l'argent. Hein. Pour tous ceux qui continuent de voyager à l'ancienne, la carte représente une spatialisation, de comprendre où l'on est dans un tout, chose qu'un GPS n'apportera pas.
Il apportera un chemin à suivre. Personnellement, je ne suis pas pour les chemins à suivre, mais ça, c'est ma sensibilité. Avant la généralisation du téléphone portable, chacun se débrouillait comme il pouvait. Ça n'a pas empêché les gens de découvrir le monde, hein. Mais ça, depuis Ulysse. Les années 50 et 60 étaient surtout marquées par la culture européenne. Pour être motard dans ces années-là, il valait mieux connaître la mécanique. Quand les Japonais sont arrivés et qu'ils ont commencé à inonder le marché avec des machines beaucoup plus fiables, malgré tous les problèmes qu'elles avaient, la 4 pattes, la 7,5 Honda de 68 a révolutionné le monde de la moto. Et juste après la période super énervée des gros deux temps japonais, les H1, les H2, les Suzuki GT, les Yam RD, les 4 temps ont pris le pas sur tout le reste. Parce qu'il faut reconnaître que ces bombes de temps, ça envoyait du lourd. Mais au niveau de la thune route et du freinage, sans parler du frein moteur, il n'y avait rien. Beaucoup ne s'en sont pas sortis. Les Anglaises, les Allemandes, les Américaines ne pouvaient pas lutter. Ces motos qui nous paraissaient modernes gardaient quand même une certaine forme de rusticité. On pouvait encore les réparer soi-même. Les plus calés pouvaient faire entièrement leur mécanique. C'était vraiment encore un monde de débrouillardise. Le progrès avait bien commencé à pointer le bout de son nez, mais l'être humain restait au centre de la donne. Parce que même si les moteurs japonais avaient énormément évolué, autour, c'était pas la même chose. Les parties-cycles, les freinages, sur beaucoup de bécanes, il fallait rajouter des amortisseurs de direction, il fallait changer les amortisseurs arrière la plupart du temps. Enfin, il y avait toujours un petit peu de boulot à faire entre la moto sortie d'usine et la moto dont on avait besoin si on voulait vraiment attaquer davantage ou simplement partir en grand tourisme avec des bagages. J'ai eu pendant un temps une 1100 Katana, un moteur extraordinaire, mais alors le reste, les grandes courbes, fallait oublier, hein. Sinon on prenait toute la route. C'était un véritable bout de bois. Mais alors quel plaisir à son guidon. Comme quoi, l'un n'empêche pas l'autre. Les motos nous donnaient des sensations, mais il fallait les mériter. Maîtriser ces engins demandait un certain doigté, et ceux qui prenaient la chose à la légère finissaient en général dans les graviers. Parlons maintenant des progrès qui ont été faits sur les motos depuis les années 90 et surtout 2000. La qualité des pneus et l'invention des tubeless, l'amélioration des freinages, des disques, des plaquettes, des durites, l'allumage électronique au lieu des vis platinées, même s'il faut le changer plutôt que de le réparer, l'injection à la place des carburateurs, à part pour les nostalgiques du réglage des carbus, l'amélioration de la rigidité des cadres, les suspensions, même s'il y a encore beaucoup à faire là-dessus, la consommation globale, qui a beaucoup baissé. Je me souviens d'avoir roulé avec des 900 bols d'or et d'atteindre les 15 litres au 100. Bon, c'est vrai que l'essence était beaucoup moins chère aussi, hein. La qualité des éclairages. Il est loin le temps où on était obligé d'installer des H4, des phares à iode, et que la moto ressemblait à un sapin de Noël. Tout ça pour vider la batterie. Les poignées chauffantes, qui sont apparues à la fin des années 80. Le choix des bagageries. Là aussi, par contre, il y aura beaucoup à redire, parce que là, on rentre dans un domaine qui peut coûter extrêmement cher, et qui a aussi pas mal d'inconvénients. Et puis, globalement, la moto est devenue accessible à beaucoup de gens que la mécanique n'intéresse pas. Toutes ces avancées, et il y en a certainement d'autres, vous me les direz en commentaire aussi, j'ai dû en oublier plein, hein, ont vraiment fait progresser la moto. On est arrivé à un moment donné à une surenchère pour tout. Pour la puissance des moteurs, pour la taille des pneus arrière, pour les options, pour les assistances, les motos se sont bardées d'électronique. Avec tout ce que ça comporte comme risque de panne, la bagagerie. Vous avez vu la taille des valises? Le plus simple, c'est de se dire, si le guidon passe, tout passe. Maintenant, il faut penser qu'il y a 20 cm de plus à l'arrière, et vous risquez d'être coincé entre deux camions, comme ça. L'éclairage moderne est suffisant en ligne droite, mais il reste insuffisant en virage. Très peu de motos utilisent le système d'éclairer à gauche quand la moto penche à gauche, et d'éclairer à droite quand la moto penche à droite, de façon à voir exactement où l'on va. J'avais trouvé un système, j'avais essayé de le faire breveter, un système de phare à 3 ampoules. L'ampoule centrale éclairait évidemment tout le temps, et les ampoules latérales éclairaient dans le virage. Je crois qu'il y a 2 ou 3 motos au total qui sont équipées de ça, alors que toutes pourraient l'être, et même devraient l'être. Il faudrait que l'on parle aussi de la place dédiée aux passagères et passagers, parce que c'est vrai qu'au fil des ans, tout ça se réduit comme une peau de chagrin. Les selles sont de moins en moins épaisses, même pour le pilote, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a mal au cul. Et trop souvent, elles ne sont pas adaptées au voyage en duo, ce qui est quand même un comble sur des grosses routières.
Soit les selles sont trop étroites, soit elles sont trop fines, soit les repose-pieds sont trop hauts, du coup les jambes sont trop pliées, sans parler des suspensions. Le passager est toujours le parent pauvre du motard. Et le pire, c'est que souvent, ce n'est que pour des raisons esthétiques. L'autonomie des réservoirs est aussi trop faible dans l'ensemble. On devrait pouvoir faire 400 km avec un plein, et c'est rarement le cas. Alors même qu'elle consomme beaucoup moins qu'avant. Là aussi, c'est pour des raisons d'esthétique. Quand on en vient aux selles chauffantes, je me souviens pas vraiment d'avoir eu froid au cul. Il est quand même plus courant d'avoir chaud aux fesses. Il y a 2-3 ans, j'ai un ami concessionnaire qui avait besoin de moi pour aller roder les motos qui allaient sur circuit. Donc il me demandait de faire 1000 km avec pour qu'elles soient rodées quand elles iraient sur la piste. La BM S1000RR, la Kawa 1000ZX10R et la Yam R1. J'ai eu le verglas, la neige, la boue et la pluie. On ne peut pas déconnecter toutes les assistances. Donc j'en ai laissé une partie. Je pouvais rouler sur le mouillé plus vite que sur le sec avec mes motos. Elle est où la sécurité là-dedans ? À un moment donné, on se rend plus compte de rien. Avec la R1, j'ai fini de passer la seconde à 160, c'est pas possible. À force de prendre des mauvaises habitudes, et bon, on les garde. Il y a pas très longtemps, j'étais avec des potes, et on s'est retrouvés sur une route enneigée. Il y en a un qui avait la 890 KTM, et l'autre une 1250 GS. Et j'étais donc avec ma MT-01. Il y avait neige et verglas, donc on y va, tranquille. J'étais à 50 à l'heure, bien en ligne. Mon copain avec la 890 KTM, il s'est mis à côté de moi. Et là, il m'a fait « Wouh, 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 regarde, regarde !» Et sa bécane, elle a tiré en ligne sans problème. Le copain, il est arrivé avec sa 1250 GS, pareil, à côté de moi. Wouh, il a ouvert, la GS, tout droit. Ils sont partis tous les deux comme des bombes, à 80 sur la neige. Et moi, j'étais derrière, comme un gognol, à 50 à l'heure. Je les ai récupérés au village d'après, où ils m'ont attendu. Et j'ai trouvé ça très révélateur. Toutes ces assistances, elles ne devraient pas nous permettre d'aller plus vite. Elles devraient nous aider dans la vie quotidienne pour des choses vraiment utiles. Parce que là, ça devient du danger. Si nous nous remettons dans le contexte de ces années-là, la grosse différence avec maintenant, c'est que beaucoup de motards étaient tout le temps à moto. La plupart n'avaient même pas de voiture. Certains d'entre nous avaient des vieilles caisses style 2 chevaux, 4L, R12, mais principalement pour transporter des pièces de bécane. Cela nous démarquait beaucoup de la société classique. Jusqu'au milieu des années 80, on allait bosser en bécane, on faisait les courses en bécane, on allait au resto, au ciné, au mariage, on partait en vacances. Bref, dès qu'il fallait se déplacer, on était à moto. C'est en grande partie ça qui alimentait l'idée du clan, de faire partie d'une communauté à part, peu enclinte aux règles et qui respectait leurs propres codes. Tout ça était dérivé de la contre-culture américaine et était arrivé en Europe avec quelques années de retard, comme toujours. On n'était pourtant plus les blousons noirs des années 50-60, mais pas encore les motards intégrés dans la société, ce qui allait arriver dans les années 90. Faire partie de cette communauté avait vraiment un sens. Tout ce qu'on ressentait y était lié. C'est certainement très difficile à concevoir pour des motards du 21e siècle qui utilisent la moto très différemment. Comme nous n'étions que quelques centaines de milliers, contre plusieurs millions maintenant, le sentiment d'appartenance à un clan était beaucoup plus fort. Quand je parle d'un monde révolu, ce n'est pas seulement un monde technologique. C'est un monde qui avait du sens et où la solidarité n'était pas un vain mot. C'est à nous, les seniors, d'essayer de perpétuer cet état d'esprit. Dites-moi ce que vous en pensez et comment on peut vivre avec la modernité sans renier son passé. Bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, sinon la vidéo va être trop longue. Il y aura une suite bientôt qui va parler de toutes ces assistances dans le détail. Et nous ferons un tour d'horizon des motos modernes. En attendant, portez-vous bien. Merci encore à toutes et tous de continuer à suivre mes élucubrations. Bonne route et à bientôt. Salut!